Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other! The checkered flag is out! It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight! No questions about it! A stunner from Fabio Quartararo to win! And the battle for second is close, but it goes to Zarco! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle. Très heureuse de vous retrouver au programme de ce nouveau numéro 130. On va évidemment parler du 20e Grand Prix de la saison 2022 qui se déroule sur le circuit de Valence en Espagne et qui se voit être cette année terre de sacre pour non pas une mais deux catégories. Pour parler de ce GP cette semaine avec moi le plus grand fan de Ducati de notre époque, Pierre. Comment ça va Pierre ? Eh ben ça ne peut qu'aller bien, très très bien même. Je suis sur un petit nuage, comme tu peux t'en douter. Alors, c'est un peu flatteur, je suis sans doute pas le plus grand fan, mais clairement... Au moins président du fan club français, quoi. Ouais. Je suis même pas inscrit au club Ducati, alors c'est pour te dire. Mais c'est que des vieux, c'est pas très intéressant. Il y a un contre-fan club. Très content d'être là ce soir. Et ben moi aussi, ça me fait plaisir d'enregistrer avec toi, ça fait longtemps. On va commencer comme d'habitude avec le gagnant de notre jeu, c'est JSK13 qui va recevoir des goodies C'est qui en pôle pour cette dernière course de la saison. Et côté news cette semaine, on n'a pas énormément de choses à dire, mais en Moto3 il se passe des petites choses. Est-ce que tu veux nous en parler, Pierre ? Oui. On a quelques nouveaux qui sont annoncés pour la saison prochaine, dont le petit espagnol qui est Rueda. Je crois que c'est José son prénom, et donc très jeune espagnol qui porte le numéro 99. On sait que c'est un numéro qui parfois peut gagner des grands prix, et surtout en fait il a fait une saison incroyable ce jeune parce que il a gagné à la fois la Red Bull Rookies Cup, donc sur des Honda, mais aussi le Junior GP sur KTM. Donc c'est le premier pilote depuis que les deux catégories existent qui fait le doublé la même année, en tout cas qui gagne les deux catégories la même année, et surtout sur deux motos différentes. Clairement, ça promet. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, moi aussi. Encore une fois, ce qu'on disait, c'est un Espagnol, mais ça fait pas beaucoup de diversité sur le paddock. Mais j'ai aussi hâte de le voir. Et côté Moto 2, les petites news, on va avoir Acosta qui récupère le numéro 37. C'était son numéro de champion du monde en Moto 3. Avec le départ de Fernandez, il peut enfin le récupérer. Et du côté de la Moto 2, toujours, on a eu Pasini qui est toujours dans le coup, qui est venu piger un petit peu ce week-end sur Valence. On retrouvait aussi Senna Agius qui remplaçait Sam Love ce week-end, qui était absent pour blessure. Et la petite news qu'on vient d'apprendre, c'est que Nicolo Antonelli sera finalement pas en Moto 2 l'an prochain. Lui qu'on pensait avoir re-signé avec la VR46 chez Fentic, il est finalement envoyé en CEV et il sera remplacé par de manière non étonnante un Espagnol, c'est Boja Gomez, le madrilène de 17 ans qui a fait 2 piges chez Ponce en remplacement de Navarro à Sepang et à Valence. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce sujet, Pierre ? Ouais, alors déjà, je pense qu'on dit Borja, parce que je sais pas, le J en espagnol, on a tendance à le dire. L'espagnol, t'es plus calé que moi. Mais je suis pas sûr, hein, parce qu'il n'y a pas des exceptions. Clairement, un bonhomme qui sort de nulle part, hein, même s'il roule en CEV Moto 2, moi, je sais pas une catégorie que je suis, donc voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'Antonelli saute comme ça, un peu par magie, surtout que c'est un Italien dans une équipe italienne. Alors oui, Antonelli, c'est pas le plus grand cador, ça a longtemps été un espoir déçu en Moto 3, en Moto 2, il a pas fait grand chose. Voilà, après c'est un coup de poker, on a vu ce que ça a donné, je pense, Alonso Lopez cette année, qui vient de la même catégorie, ce qu'il peut faire du coup en mondial Moto 2. Je pense que la VR46 tente quelque chose d'autre, et puis peut-être qu'il vient aussi avec des sponsors ou de l'argent pour payer sa place, comme beaucoup de personnes dans cette catégorie. Ouais, c'est possible. Ça, de toute façon, on en saura plus au début des tests, au début de la saison. Mais comme tu dis, c'est un coup de poker. Ils l'ont fait avec Lopez. On verra ce que ça donne. Après, des potentiels comme Lopez, je suis pas sûr qu'on en trouve dans toutes les saisons. Donc, oui. Donc on verra. Et à côté MotoGP, tu veux nous parler un peu des news du moment, même s'il n'y en a pas énormément.
Non, il y en a pas, mais quand même, on peut signaler donc l'annonce un peu surprise donc de RNF, alors qui va perdre l'année prochaine le sponsor With You. On s'en doutait, hein, With You c'est un fournisseur d'énergie italien qui était là principalement pour un pilote italien qui était Dovi. Bon voilà, on sait comment ça s'est passé, donc c'est pas étonnant que ce sponsor se retire. Le plus surprenant, c'est donc la nouvelle compagnie qui arrive en sponsoring de l'équipe, qui est Cryptodata, une entreprise roumaine qui sponsorise déjà le Grand Prix d'Autriche cette année. Alors ce qui est là où c'est vraiment le plus étonnant, c'est qu'ils prennent surtout une participation majoritaire dans la structure de Razlan Razali. Donc clairement, la structure qui a été montée l'année dernière de toutes pièces par Razali pour compenser le départ du Sepang Racing Team. Là, c'est assez étonnant parce qu'il laisse la main du coup dans son équipe qu'il a montée. Alors peut-être qu'il avait pas trop le choix. À voir ce que ça va donner, parce que potentiellement il peut se faire virer du jour au lendemain, donc ouais, ce serait assez surprenant qu'il le vire. Enfin, c'est possible, hein, mais ce serait assez surprenant qu'il le vire, alors que c'est quand même lui qui a, comme tu disais, qui a monté le truc de toutes pièces. Après, moi, j'ai un peu de mal à comprendre l'investissement des sponsors crypto, NFT, tout ce que tu veux en ce moment dans la moto et dans le sport en général. C'est un truc qui me dépasse, mais je pense qu'il y a un aspect financier ultra important pour le team, et en plus, eux, ils ont quand même besoin d'argent pour développer la moto et en faire quelque chose qui fonctionne, donc ça risque d'avoir un impact sur leur saison à venir. Bien sûr. Pour la news suivante, donc on a des devs sur les pneus avant chez Michelin prévus sur le long terme. Donc on aurait une gomme qui arrivera en 2024, et alors que l'année prochaine on conserverait ce qu'il y a déjà. On a des évolutions de gomme, donc je pense qu'ils sont en train de regarder aussi ce qui se fait beaucoup en moto-i, où ils font évoluer les composants par beaucoup de matériaux recyclés, et essayer de monter en gamme là-dessus, et avoir des pneus qui durent plus longtemps. Bon, c'est dans l'air du temps, hein, avec l'écologie et tout ça, quoi. Ouais, puis trouver des pneus qui sont performants sur tous les circuits, tous les circuits, je pense que ça va être leur gros point de la saison, et je pense que les teams les attendent au tournant aussi là-dessus, donc eux aussi vont avoir du taf sur la trêve hivernale. Et du côté des news, qui est la dernière news MotoGP un petit peu importante et qui concerne plus les autour du paddock, c'est qu'à la fin de cette saison 2022, on a Franco Uccini qui quitte son rôle de responsable de la sécurité des Grands Prix de la FIM. C'était celui qui défendait la sûreté des pilotes sur la piste depuis à peu près 4 décennies. Donc c'est quand même quelqu'un qui a eu un impact assez important sur le sport moto. Pour le petit point historique, il commence le championnat du monde 250 en 76 avant d'être vice-champion la saison suivante, et il passe en catégorie reine en 79. En 82, il remporte le championnat en 500. Et lorsqu'il a pris sa retraite, il assure dans le paddock un rôle assez important, puisqu'il représente les pilotes et il militera pour améliorer les conditions de sécurité à partir du milieu des années 80. Et il est ensuite choisi par les pilotes pour les représenter en tant que délégué à la sécurité à partir de 93. Donc c'est pas n'importe qui quand même. Et il a fini par être nommé responsable de la sécurité des Grands Prix de la FIM en 2013. Ce qui a eu un impact sur son poids au sein du sport, puisqu'il avait quand même pris un rôle important. Et il sera succédé par Bartolomé Alfonso, qui n'est personne d'autre que le neveu de Carmelo Espeleta. Donc ça, je pense que tu as un avis assez tranché dessus, Pierre. Ouais, je vais d'abord revenir sur Uccini. Donc, alors je vais pas revenir sur sa carte de pilote, hein, j'ai rien à dire. En champion, sa carrière en tant que
que consultant ou responsable de la sécurité des Grands Prix, je trouve qu'il a fait des belles choses. Sur ces 2 dernières années, c'était moins bien. Je trouvais déjà qu'il déconnait un peu sur certaines décisions, sur certaines homologations de circuit, où il y avait des choses à dire, des décisions tardives. Par exemple, on se souvient de la chicane au Red Bull Ring, qui s'était passé l'accident. Il a fallu 2 ans pour avoir une chicane cette année. On a vu d'ailleurs que c'était finalement une bonne chose. Voilà, il y a eu des circuits, l'accident de Louis Salom, voilà, il y a des choses où je trouve que on tenait pas assez compte de la sécurité des pilotes. Bon, après, c'est clair. Je pense qu'on est tous d'accord. Sur ce truc-là, et même s'il a eu un impact très important sur plein de choses, ça fait quelques années qu'on a bien conscience que la sécurité nécessiterait un gros renouveau au sein du paddock et dans le sport moto en général, de toute façon. Je pense que c'est peut-être lié au fait que Franco, il a connu les grands prix dans les années 70. Voilà, je pense qu'il se rend pas compte des technologies qu'il y a aujourd'hui, de la vitesse à laquelle vont les machines, les grips qu'elles ont. Enfin, ça a complètement changé depuis son époque et peut-être qu'il était un peu dépassé par tout ça. En tout cas, il a une retraite bien méritée. Et concernant donc son successeur, clairement, moi je l'ai clamé haut et fort. Il y a un arrière-goût quand même de favoritisme familial, de népotisme, de tout ce que tu veux, quoi. Ça fait vraiment tous les postes clés à la Dorna et à la commission des Grands Prix sont trustés par la famille Espeleta. Il y a aucune diversité, il y a aucune aucune personne qui est autre qu'espagnole. C'est tous des hommes d'un certain âge ou de la famille d'Espeleta. Moi, j'ai peur. Alors, je dis pas que le monsieur il a l'air d'avoir un CV conséquent. Notamment, il a présidé plusieurs circuits. Mais sans doute aussi déjà pistonné à l'époque par son oncle. Je dis pas qu'il est pas compétent, attention, hein, je dis juste que ça manque de renouveau. Typiquement pour introduire des idées nouvelles, c'est pas forcément bien d'être toujours dans un cercle de proches ou familial, parce qu'on a tendance à toujours être d'accord avec l'oncle qui nous a donné notre position. Donc je trouve ça dommage. Après, ça, plus d'autres choses, on a discuté dans la saison, la perte de la clinique mobile italienne pour un truc sponsorisé par des hôpitaux espagnols, enfin des tas de choses que fait la Dorna en ce moment. Moi, ça m'inquiète à moyen et long terme sur la direction prise par le MotoGP. Aujourd'hui, on peut pas dire que c'est un mauvais choix tout de suite, hein, mais je pense que faudra surveiller ça à l'avenir, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et je te rejoins un peu sur, je pense le manque de neutralité qu'il pourrait y avoir. Comme tu dis, c'est un membre de la famille qui t'a placé là, tu peux pas trop le contredire, ou alors que vous avez vraiment de très bons rapports. Mais quand t'as un poste au niveau de la sécurité et que tu vas devoir aller toquer à la porte de ton oncle pour lui dire Coco, en fait ça va pas du tout, il faut tout remettre en question. Je suis pas sûre que ça porte forcément ses fruits. Après on spécule et on verra ce que ça donnera sur au moins cette première saison avec lui à ce poste, quoi. Bien sûr. Et côté autre que la MotoGP, on a des petites nouvelles du côté du Superbike mondial. Pierre, je te laisse la main dessus puisque c'est un peu une des catégories que tu maîtrises particulièrement. Ouais, non, malheureusement c'est une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. On pensait Mayas sécurisé chez Puccetti, mais l'équipe a annoncé aujourd'hui qu'ils allaient se tourner l'année prochaine sur le Britannique Tom Sykes, qui est de retour dans la catégorie après une année en British Superbike. Clairement, c'est un pilote que j'aime pas. C'est rare, hein, mais c'est clairement quelqu'un que j'aime pas du tout, Tom Sykes, par son comportement en piste, ses prises de position et tout. De plus, il prend la place de Mayas alors qu'il y a eu 2 années compliquées chez Puccetti en raison de blessures notamment, mais qui a pas démérité à mes yeux. Donc pour l'instant, le Français se retrouve sans poste. Il y a plusieurs possibilités pour lui, mais c'est pas évident là de se retrouver comme ça à la fin de saison sans siège pour l'année prochaine. Donc à surveiller. Du coup, tu veux parler du calendrier? Ouais, le calendrier alors pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le calendrier prévisionnel Superbike est sorti aussi dans l'après-midi. Donc on va commencer fin février, donc ça va commencer très tôt la saison à Phillip Island.
On va continuer ensuite en mars avec le circuit de Mandalika. Ensuite, ce sera seulement fin avril qu'on prend la tournée européenne avec le circuit d'Assen, la Catalogne, le circuit de Misano. On va aller aux îles Britanniques avec Donington. On va retourner en République tchèque avec Most, Manicourt en septembre, avec le Motorland Aragon. On va finir la tournée européenne avec le Portugal et on va commencer la tournée outre-mer avec l'Argentine en fin de saison. Il reste un 12e round à confirmer. Je suppose que c'est le Qatar qui est attendu en fin de saison, comme ça arrive souvent, mais comme le Qatar va être en rénovation et que potentiellement il y a un conflit avec le MotoGP parce que le Qatar va être en fin de saison l'année prochaine pour le MotoGP, donc à voir comment ça va se passer pour le World Superbike. En tout cas, il y a un 12e round qui est espéré en World Superbike. Donc voilà, une saison somme toute similaire à celle qu'on a déjà cette année. Ça va être intéressant de voir comment ils vont caler le Qatar sur les fins de calendrier l'année prochaine. Ça va être particulier par rapport à ce qu'on connaît. Ouais, je note qu'il n'y a pas de round aux États-Unis non plus prévu. D'habitude, on va à Laguna Seca. Et c'est vrai que là, il y a pas. Ouais, ça, c'est vraiment nul par contre, parce que Laguna Seca, même si c'est un circuit, il est ce qu'il est, mais il est quand même mythique et je trouve ça dommage de le perdre de toutes les compétitions qu'on peut connaître. Enfin, moi, je sais que c'est un de mes circuits préférés, donc je suis un peu deg, même si je suis pas forcément énormément le Superbike mondial, j'ai un peu de mal à suivre toutes les catégories, mais je suivais principalement pour ce circuit et je trouve ça un peu triste. Mais bon, on aura d'autres surprises. C'est cool qu'ils aillent à Mandalika. Au moins, il est un peu rentabilisé ce circuit. Qui vient de sortir. On va passer au résumé de la Moto3 du coup. Pierre, c'est une course qui a vu une première victoire échapper à nouveau à Denis Honchou. Tu nous racontes cette course qui était palpitante pour ces derniers tours? Ouais, bien sûr. Alors, je vais te raconter la course, puis je vais te raconter un peu ce qui se passe juste avant dans le week-end. Donc, en FP1, on a Morera qui est tombé sous drapeau jaune et qui va être pénalisé d'un long lap pour la course. Donc, c'est le règlement en général. Drapeau jaune, on doit ralentir. Si on ralentit, on n'est pas censé tomber. Donc, si on tombe, c'est qu'on n'a pas respecté le drapeau jaune. Après, on sait très bien que les pilotes ne ralentissent jamais, quoi qu'il se passe. En FP3, un peu plus chaud, ce qui s'est passé. Donc, on a eu Massia qui a été un peu ambitieux, je trouve, sur un dépassement sur Toba. Ça a fait frotter les carénages et puis ça a fini tous les deux dans le bac à gravier. Les deux pilotes se relèvent. On a Toba qui vient de mettre une petite tapette derrière le casque de Massia. Massia qui réplique par un coup de poing. Là, clairement, c'était pas très beau à voir. Donc, pour moi, je dirais que c'était surtout le second qui est responsable, dans le sens où c'est lui qui provoque l'action qui met les deux pilotes au sol. C'était pas forcément nécessaire, hein, c'était que la FP3. Et qu'en plus de ça, le coup de poing, c'est quand même assez violent. Mais le fait est que la direction de course a choisi de pénaliser les deux pilotes avec la même sanction. Ce sera départ de la pit lane le dimanche et un long lap à faire durant la course. Ils ont une amende aussi, une amende apparemment les deux pilotes. D'accord, je n'avais pas noté ça. De toute façon, c'est leur team qui va payer, j'imagine. Alors, en Q1, on a Sasaki, Massia, Munoz et Carraro qui passent en Q2. Et en Q2, donc on a Guevara qui va décrocher la pole position pour la dernière course devant Denis Honchou, Sergio Garcia, Diego Moreira et Sasaki. Foggia partira 7e et Lorenzo Felon 22e. En course, donc c'est Guevara qui tient bon en tête au départ devant Honchou et Garcia. On a Massia et Toba qui vont s'élancer donc de la pit lane. Un groupe de 4 pilotes va se détacher assez rapidement et il s'agit donc de Guevara, Honchou, Garcia et Ortola. Derrière, suivent un peu plus loin Sasaki, Munoz, Moreira, Foggia, Holgado et Suzuki. Moreira va effectuer son long lap penalty. On a Guevara et Honchou qui creusent l'écart et feront donc le reste de la course à deux. Détaché, Garcia lui fera une course du coup qui va être assez solitaire. Hein. Il sera jamais en mesure de rattraper les deux devant et ne se fera jamais rattraper par ceux qui sont derrière lui. On a le long lap penalty pour Suzuki car il a dépassé les limites de la piste. On va avoir une chute du Britannique Oldjan dans le virage numéro 6 alors qu'Honchou manque de lui également de chuter à cause de débris sur la piste. On a une chute de Furusato dans le virage numéro 6.
Et Artigas chute au même endroit. Encore 5 tours, donc on a Honshu qui se fait menaçant sur Guevara qui est devant lui. Hein, il est vraiment collé au train à moins de 0,1 seconde. Il veut cette dernière victoire, ça se sent. Ce sera un cadeau de départ pour son équipe Tech 3 pour les remercier. Derrière lui, c'est Garcia hein, qui reste la 3e place devant Sasaki. Munoz, Foggia et Ortola, lui va lâcher un peu le groupe, suivi par Fernandez, Moreira et Yamanaka. Foggia produit son effort et va dépasser Munoz et Sasaki pour la 4e place. On ouvre le dernier tour, donc Honshu va brièvement passer en tête, mais pas longtemps car il va élargir beaucoup trop sur un dépassement qu'il a très mal géré, je trouve. Il est repris donc facilement par Guevara qui va rafler la victoire. On a Garcia qui finit 3e, Foggia 4, Sasaki 5e, Felon finira 20e de la course. Voilà pour le résumé. Donc j'ai pas trop, ça a été très factuel, hein, mais c'est vrai que Honshu a fait une superbe course derrière Guevara qui lui s'est montré impérial. Malheureusement Honshu trop tendre, pas assez réfléchi sur le dépassement à faire pour gagner cette course. Ouais, pour moi son dépassement il était pas on l'attendait, mais il a été fait trop tard. Tu peux pas rester autant de temps sur une course derrière un pilote en sachant il a eu plusieurs occasions de le tenter ce dépassement quand même, et que s'il l'avait tenté plus tôt et que effectivement Guevara l'avait repassé, il avait l'occasion d'y retourner et de potentiellement aller chercher la victoire. Là, il est passé, il lui a fait l'intérieur au dernier moment. Enfin, son dépassement pour moi, était pas assez. N'aurait pas été fait assez tôt en fait dans cette course et c'est dommage. Je pense qu'il aurait dû être plus mordant et plus incisif sur Guevara parce qu'il avait le potentiel pour y aller et je pense que vu ses réactions d'après course, même lui il savait parce qu'il était son visage il était marqué par le fait qu'il était déçu et dégoûté de cette fin de course. Oui. Et je pense que ça fait chier un peu tout le monde. On pense fort à Olivier quel fan numéro 1 d'Honshu, mais c'est dommage parce que là du coup il change de team, il a pas pu gagner avec eux et il le disait lui-même, il l'a dit plusieurs fois qu'il avait pas envie que si l'année prochaine il gagne, on dise oui mais il gagne parce que c'est la moto, il veut qu'on dise qu'il gagne parce que c'est lui, parce que c'est un bon pilote. Je pense qu'il y avait de ça aussi dans cette envie de gagner cette dernière course et en plus de ça il avait le potentiel, il a fait une saison qui était relativement correcte et ça aurait été une belle conclusion à cette saison, donc c'est vraiment dommage pour lui. Ouais, je suis assez d'accord. Ce que j'ai bien aimé de la part de Honshu quand même, c'est les mots dans le parc fermé pour son équipe, l'hommage vraiment qu'il a rendu à Tech 3. On sentait vraiment que c'était sincère. Et, personne lui a demandé de le faire. Et il aurait voulu offrir plus à cette équipe avant de passer chez Ayo. Je pense qu'il voulait remercier l'équipe parce que si l'année prochaine il gagne avec Ayo, qu'on dise pas que c'est la moto ou l'équipe quoi, enfin que c'est la moto et pas l'équipe, parce que en tout cas il faisait comprendre qu'il avait tout ce qu'il fallait chez Tech 3 pour gagner. Malheureusement il n'est pas arrivé. Voilà. Ouais, c'est clair, mais de toute façon je pense que c'est un pilote qu'il va falloir surveiller l'année prochaine parce que là il a le couteau entre les dents et il va vouloir y aller, donc à voir en 2023. Du coup, et sur cette fin de course, on a aussi ce que nous on attendait, c'était les résultats pour savoir qui serait sur la 2e et 3e marche du podium au championnat Moto 3. On a finalement un top 5 qui était plutôt attendu puisqu'on a un doublé gaz avec Guevara et Garcia, suivi de Foggia, Sasaki et Honshu, et Massia 6e. Pour moi, c'est les gens que j'attendais réellement cette année. Donc je suis pas réellement surprise de cette fin de saison. Il y avait un petit enjeu quand même entre Foggia et Garcia. C'est plutôt chouette pour Gaz d'avoir fait un doublé sur la fin de saison. En plus de ça, il y avait quand même pas mal de théories comme quoi si Guevara en avait l'opportunité, il laisserait Garcia gagner pour être sûr que ce soit le doublé. On a bien vu que Guevara pas du tout, il en avait rien à foutre. Mais moi, je trouve que c'est un top 5 qui a un peu de la gueule quand même en Moto 3 et qui reflète bien le résumé de cette saison dans cette catégorie. Ouais, c'est vrai qu'en début de saison, on pouvait citer la plupart de ceux-là. On a dû les citer comme favoris. Ils nous ont pas trop déçus.
Voilà, c'est quand même étonnant à mes yeux de voir que les Gaz ont dominé par rapport au Ohio. Ça a changé par rapport à l'année dernière. KTM ne finit que 3e, du coup championnat constructeur. C'est vrai qu'avec leurs deux pilotes, c'était pas forcément toujours ça, quoi, cette année dans la catégorie, quoi. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter côté Moto 3 ? Bah quand même Lorenzo Felon qui rate encore une fois le coche. Il finit 20e sur cette course. Au général, il est très très loin, tellement loin que je le vois même pas. Il est 25e. Ouais. Il a pas pris de points depuis Silverstone. Il y a quand même, il est vraiment très loin. C'est à se demander. Bon, clairement, en fin de saison, il y avait plus rien à en tirer, entre gros guillemets, mais je pense que c'était depuis l'annonce de son départ au CIP, de toute façon ils l'ont clairement dit, ça avait clairement été dit dans les médias que l'ambiance était plus la même, et je pense que lui, faut pas oublier que ça reste quand même des pilotes qui sont assez jeunes et que le mental, ça a quand même régulièrement un impact sur leur course, mais là il était plus dedans, ça se sentait, et je pense qu'à part assimiler du roulage, il y avait aucun objectif sur cette fin de saison pour lui. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Il manque cet esprit peut-être revanchard, je trouve, justement, de prouver à son team peut-être qu'il méritait mieux. Je sais pas, pour moi c'est pas forcément t'arrives au CIP, ok, mais t'as rien prouvé en 2 ans dans la catégorie, dans un team qui somme toute est correct. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Il y a eu quand même après. Bon, c'est pas incroyable non plus, mais son coéquipier est 14e. Il est 14e au championnat, donc il y a quand même un gap entre les deux. Bien sûr. En termes de points, Lorenzo il en a 11 quand Riccardo Rossi il en a 87. Donc après, dans cette catégorie, il y a de toute façon, il y a des pilotes qui, pour moi, ont fait des saisons. S'ils étaient pas venus, ça serait pareil. Je pense à Carrasco qui est genre 32e ou Watley qui est 36e avec 0 points. C'est des pilotes, tu les vois même plus sur les live timing tellement il se passe rien pour eux cette saison. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner l'année prochaine pour eux. Après Watley, faut pas oublier que c'est un rookie, il me semble. Ouais. Carrasco, bah ouais, clairement elle marque pas de points, mais ce qui est bien, c'est qu'elle est régulière. Je veux dire, il y a qu'une course qu'elle a pas finie cette saison. Ouais. Défaut d'autre chose. Bon, forcément, ça le fait pas, quoi. Mais déjà, j'étais content qu'elle soit là l'année prochaine, mais ouais, c'est pas tip top. Ouais, moi aussi, je trouve ça chouette qu'elle soit là l'année prochaine, et de toute façon, on a déjà eu cette discussion, mais c'est important qu'il y ait des femmes dans ces catégories. C'est juste que c'est dommage qu'elle fasse ce type de résultat. On s'attendait à mieux, surtout vu son passif. Après, faut lui laisser le bénéfice du doute et voir sur une deuxième année ce que ça donne, parce que même si elle est pas considérée comme rookie, elle était un peu rookie parce qu'il y a eu tellement de changements entre son premier passage et celui-ci. Que forcément fallait s'adapter, se réadapter à la catégorie. Donc je pense qu'on peut lui laisser le bénéfice du doute et on aura l'occasion d'en parler plus longuement l'année prochaine en fonction de ses résultats. On va pouvoir passer à ma catégorie préférée, qui est la Moto 2. Je pense que vraiment je dois être la seule personne de France à aimer cette catégorie. Surtout tout le mal que tu peux dire du Moto-E. Alors que j'étais si dithyrambique auprès du Moto 2, je comprends pas. Je l'explique pas non plus, mais je remettrai mon jugement de la Moto E en question à partir du moment où Ducati les fera rouler. Donc dès l'année prochaine, je serai plus assidue et je te présenterai des plates excuses si je trouve ça intéressant. Ça c'est dit dans le podcast et je peux pas revenir en arrière. C'est noté. Oui, du côté de la moto 2, moins de bagarres, mais toujours autant de bêtises. Du côté des qualifs, on retrouve en Q1 Vietti, Arbolino, Gonzalez, et en Q2 Lopez, Acosta et Augusto Fernandez. C'est la première pole position d'Alonso Lopez dans la catégorie. Pour sa première année, il décroche des victoires et des pole positions. Il est pas venu pour rien. Pour rappel, cette course
c'est la première course du week-end avec un réel enjeu qui est le titre de champion du monde entre Aogura et Fernandez. Mais c'est aussi pour moi une course qui a un double enjeu parce qu'il y a également le titre de rookie de l'année qui se partage entre Lopez et Acosta. Donc c'était la course qu'on attendait pour savoir qui serait titré, et c'est une course sur laquelle les pilotes s'élancent avec un très bon départ de Lopez, Acosta et Arbolino. Derrière il y a Ayogura qui lui aussi prend un bon départ et s'installe devant Fernandez, et dès le début de la course la lutte pour le titre commence. Fernandez a pris la 5e place au départ, mais a perdu cette place lorsque Fermin Aldeguer l'attaque de manière un peu virulente au virage 5. Mais pour le moment, dès le début de la course, c'est entre les deux concurrents au titre de rookie de l'année que la bataille s'installe. Pedro Acosta dépasse Lopez dès la dernière chicane du premier tour. Lopez le dépasse de nouveau, mais les deux se touchent et laissent l'opportunité à Arbolino et à Ayogura de s'emparer des 2 premières places. Fernandez, quant à lui, à la 5e place dans cette configuration. Pour le moment, c'est lui qui remporte le titre et Ayogura en a bien conscience. Devant, c'est Lopez qui a reçu une indication sur son dashboard pour conduite un peu dangereuse après son accrochage avec Acosta dès le début de la course, et juste après ça il perd l'avant et chute. C'est la chute de trop pour le pilote qui perd dans cette chute le titre de rookie de l'année. Et derrière on retrouve Cameron Bobier qui s'était installé dans la roue de Fernandez, qui le dépasse et permet à Ogura de réduire l'écart de points entre les deux prétendants au titre. Il finira par tomber. C'est une triste fin pour le pilote américain qui a participé à cette dernière course en Moto 2 avant de quitter le championnat et de retourner aux États-Unis. Mais malgré sa chute, la course continue et c'est Ayogura devant qui lui aussi prend des risques en tentant de dépasser Arbolino pour grappiller des points. Acosta dans la roue d'Ogura tente de remonter. Ce dernier perd alors l'avant dans le virage 8 après avoir tenté de freiner plus tard pour retarder le dépassement de l'Espagnol. Il offre donc le titre sur un plateau d'argent à Fernandez. La fin de la course est beaucoup plus calme. Elle donne lieu à quelques dépassements et c'est Acosta qui passe la ligne d'arrivée en tête, suivi de Fernandez et Arbolino. C'est donc une dernière course Moto 2 sous le thème de la domination Ajo, titre qui remporte le titre de champion de l'année et le titre de rookie. C'était une course relativement calme après les 6 premiers tours et qui donne donc le dernier top 10 de la saison en Moto 2 qui est composé d'Acosta, Fernandez, Arbolino, Aldeguer, Arenas, Gonzalez, Dixon, Alcoba, Ajus et Schroeter. Et Fernandez remporte donc le titre avec 271,5 points, suivi d'Ogura avec 242 et Canet avec 200. Petit fait notable pendant la course, c'est la chute de Vietti. Alors c'est pas la chute qui est un fait notable puisque c'est quelque chose qui lui arrive régulièrement depuis cette fin de saison, à mon grand désespoir. Ouais. Mais c'est le fait qu'il ait bénéficié d'un drapeau noir après la fin de sa chute et qu'il a pas vraiment respecté et qui lui a valu du coup un long lap sur le GP du Portugal 2023. Mérité qu'il reçoive une pénalité. Après Pierre, nous deux, on n'était pas d'accord sur le fait que c'est sur la pénalité en elle-même. Moi, je trouve que j'aime pas du tout le concept de mettre des pénalités sur une saison qui a pas encore commencé. Je pense qu'il aurait pu bénéficier d'une amende. Ils ont mis des amendes à tour de bras ce week-end, une de plus, une de moins, et une qui aurait été pu être plus élevée que ce qu'ils ont l'habitude de le faire, parce que effectivement quand t'es sous drapeau noir, t'es pas censé faire ce qu'il a fait. Après, le principe de mettre une pénalité sur une saison qui a pas commencé, moi j'ai un peu de mal avec ça. Toi, tu trouvais ça pertinent? Alors je me suis peut-être mal fait comprendre. La sanction, je la trouve méritée. Et je la trouve même pas assez sévère dans le sens où clairement, pour moi, un drapeau noir et donc avec un rond orange qui indique au pilote de rentrer immédiatement au box pour réparer sa moto parce qu'elle est dangereuse pour lui et pour les autres. S'il les répare, il peut repartir. C'est le principe de ce drapeau. Voilà, il l'a pas respecté. Donc là, il faut une instruction ferme, immédiate. Il y a une amende, c'est pas suffisant. C'est un drapeau noir. C'est pas un drapeau jaune non respecté ou un long lap raté. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui peut être très dangereux. Par contre, le fait qu'elle s'applique l'année prochaine, là, je peux comprendre le débat et je suis pas forcément pour non plus. Mais faute de mieux, appliquer une sanction lourde, donc qui pour moi une sanction lourde, c'est pas une amende. Là, sur une course où lui, il finit pas la course, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ah non, mais c'est sûr que là, pour le coup, la sanction, je suis d'accord avec toi, elle est pas assez.
un long lap, c'est rien par rapport à son comportement qui était complètement pas sportif et pas réglo du tout. Après, moi, c'est pas le fait de la sanction, parce que pour le coup, on se rejoint totalement. C'était une action qui méritait une sanction et qui était de toute façon, si tu laissais passer ça, c'était la foire à la saucisse et tu laisses passer n'importe quoi. C'est vraiment le principe de mettre des sanctions sur une saison qui a pas commencé. Ouais. Bon, après, c'est le principe d'une sanction, c'est censé te pénaliser. Donc effectivement, mais je vois pas comment tu peux commencer une saison sous de bonnes auspices alors que t'as une pénalité, alors que t'as même pas encore mis les pieds dans cette saison. Après, effectivement, je pense qu'ils avaient pas d'autres solutions pour marquer le coup et pour lui faire comprendre que il avait vraiment fait n'importe quoi. Mais ouais, moi c'était juste ce principe de sanction sur une saison, sur une autre saison qui me dépasse un peu, mais après de toute façon la direction de course, on n'est pas dans leur tête. Il me semble que, tu me corriges si je me trompe, que ça me rappelle un Fabio Quartararo qui avait été pénalisé de 45 minutes sur des essais, justement. Non, sur une FP1 peut-être, ou sur des essais. Une sanction qui est arrivée comme ça, je trouvais ça plus pertinent que du coup qu'une sanction pour la prochaine course. Typiquement, là, il aurait pu être privé de 1 heure ou d'une demi-journée d'essais libres Moto 2 qui vont avoir lieu en début d'année prochaine, par exemple. C'est peut-être plus pertinent que d'afficher une sanction sur la première course. Ah bah c'est sûr que là, ça l'aurait pénalisé, ça l'aurait clairement pénalisé, parce que là, en long lap, bon bah s'il part bien, ça fait chier, mais s'il part comme la fin de saison, ça va rien changer pour lui. Parce qu'il faut quand même noter que Vietti, qui était en tête du championnat après 3 victoires en début de saison, il a fait 3 victoires et 5 podiums. Il a dégringolé et il a fini 7e au classement général. C'était une fin de saison catastrophique pour lui. Donc je pense que là la pénalité c'est la cerise sur le gâteau de cette fin de saison qui n'avait aucun sens pour lui, quoi. Bah, il a fait une Baldassarri, comme on dit dans le jargon. 3 victoires et je disparais. Ouais. Il va finir du coup en Moto 2 l'année prochaine. Enfin, l'année suivante. Ouais, bah, il va finir en Superbike. Oui, en Superbike au GMT 94, quoi. Après, moi, ça me va, hein, ça fera moins loin pour aller le voir rouler, mais bon. Bon, et côté Moto 2, on peut quand même noter les stats du champion du monde de l'année qu'on a pu voir déambuler dans sa combi et son casque doré, qui sont quand même de 4 victoires, 9 podiums sur cette saison. C'était sa 6e saison en Moto 2. Ça commençait à faire et il venait dès ce mardi en Moto GP chez GazGaz, le nouveau nom du team d'Hervé Poncharal. Donc c'est plutôt une fin de saison et fin de 6 années en Moto 2 qui sont vraiment chouettes pour lui et qui étaient méritées, parce que il s'est quand même bien battu pendant la saison pour l'obtenir. Après, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter et on en débattra peut-être plus longuement dans le débrief de fin de saison, sauf si tu veux rajouter quelque chose, Pierre. Franchement, j'arrive pas à m'intéresser à Fernandez, mais ça fait longtemps. Je trouve que 6 saisons pour en arriver là, c'est qu'en fait cette année il y avait pas beaucoup de concurrence pour le prendre. C'est pas quelqu'un qui était, je dis pas qu'il mérite pas son titre, il le mérite, il est allé chercher, c'est normal qu'il passe en MotoGP après titre en Moto 2, tout ça me semble parfaitement logique, hein. Mais je veux dire que, voilà, c'est une saison où il y avait des Martin, des Bagnaia, des pilotes qui ont marqué la catégorie précédemment, ce serait pas passé pour lui, quoi. Ouais. C'est un peu trop juste, 4 victoires sur une saison. Il y avait 20 courses quand même. Voilà, c'est pas fou en sachant qu'il est dans la meilleure équipe. L'année dernière, c'était Rolf Fernandez et Rémi Gardner qui ont raflé quasiment toutes les victoires de la saison à 2 pour le team Ayo. Donc ouais, là c'était. Ouais, mais je suis d'accord avec toi et je trouve que en fait la Moto 2 c'est une catégorie que moi j'aime beaucoup, mais cette année je l'ai pas aimé pour la bataille Fernandez-Ogura ou même Chantra qui était de temps en temps dans le coin, parce que c'est des pilotes que je trouve relativement lisses et pour lesquels j'ai peu d'intérêt en fait, alors qu'à côté la saison de Lopez, j'étais fascinée par ce que ce mec faisait depuis son arrivée au Mans. Je trouve qu'il y avait vraiment un potentiel lui, alors qui vient juste d'arriver, et que Fernandez il s'était retrouvé que face à des mecs qui avaient ce niveau, alors qu'il faut le rappeler, Lopez est quand même rookie et qu'il a fait que 14 courses. Je pense qu'il aurait eu moins de facilité à avoir son titre.
Et pour en rebondir sur Lopez, son début de course, alors je pense que c'était le fait d'avoir sa première pole position, mais il était excité comme un acarien au salon de la moquette. C'était n'importe quoi, ce début de course. Vraiment, sa conduite, elle était sur Acosta, son dépassement. Enfin, pour moi, c'était vraiment à la limite d'être irresponsable. Et de toute façon, on l'a bien vu, il a eu un message sur son dashboard pour conduite irresponsable. Mais c'était, je pense que il s'était pas fait tomber lui-même, il faisait tomber des pilotes, c'était pas possible autrement. Je suis d'accord avec ça. Heureusement qu'il tombe tout seul et qu'il l'emporte pas à Acosta, qui a fait une belle course. Clairement, c'était un peu trop engagé. J'aime bien l'engagement habituellement, mais là, c'était vraiment trop borderline. Il aurait été sanctionné avant de chuter, ça m'aurait pas choqué. D'ailleurs, c'était un peu n'importe quoi. Vas-y, pousse-toi, je me mets là. Pas autant d'excitation. Et en plus, c'était vraiment tout début de course, quoi. Il y avait du temps de creuser des écarts, de rattraper les autres. Et il voulait absolument peut-être gagner la dernière de la saison, quoi. Mais trop impatient. Hâte de voir ce qu'il fera l'année prochaine, par contre. Ouais, pareil. J'ai vraiment hâte. C'est un pilote que je vais garder. Je vais garder dans un coin de ma tête pour le suivre parce que vraiment, je pense qu'il a un énorme potentiel et encore une fois, c'est la mentalité espagnole qui veut ça, mais il est arrivé avec le couteau entre les dents. Il sait qu'il a du potentiel en plus, donc je pense qu'il est capable de faire des belles choses sur la saison prochaine. Après, on verra parce qu'on a quand même on a Guevara qui arrive aussi et je pense que Guevara il sera un peu dans dans la même mentalité sur la prochaine saison. On va enchaîner avec avec le MotoGP, pardon. Avec le MotoGP et le Sacre, c'était une course qu'on attendait tous pour connaître l'issue de ce championnat et je te laisse te faire un plaisir d'en parler, Pierre. On commence par la Q1 et on a Rins et Viñales qui s'en sortent alors que Bastianini n'a pas la vitesse suffisante. Et reste bloqué en Q2, donc c'est Martin qui va faire une pole stratosphérique pour la 5e fois cette année, donc c'est quand même sa 9e fois dans la catégorie en 2 ans, donc c'est quand même dire la vitesse du bonhomme, devant un Marc Marquez à son image, qui avait pris la roue de Martin pour faire un super temps, et c'est de bonne guerre, ça me pose pas de problème particulier. Et donc un bon Jack Miller, contrairement à Bagnaia qui était relativement nerveux depuis le vendredi, qui a pas trouvé forcément les bons réglages, mais qui faisait preuve d'anxiété voire de nervosité pour ce Grand Prix, et qui lui partira 8e. Donc en deuxième ligne, on avait Quartararo qui signait la 4e place, Rins 5, Viñales 6, Binder partira de la 7e place, on l'a dit, Bagnaia de la 8e place et Zarco 9e pour clôturer donc cette 3e ligne. On a Nakagami qui va prendre un long lap pour avoir roulé lentement sur la trajectoire et gêner Martin lors d'essais libres. Et donc, un petit rappel des enjeux avant le départ de la course. Quartararo doit absolument gagner la course. Donc ça, c'est le prérequis numéro 1 pour espérer obtenir, avoir une chance de jouer le titre. Donc, il doit prendre les 25 points et dans le même temps, il doit prier pour que Bagnaia fasse un faux pas, c'est-à-dire pas mieux que 15e pour être titré. Donc également en enjeu, donc la 3e place au championnat entre donc Enea Bastianini, Aleix Espargaro et Jack Miller, même si pour Jack c'était vraiment compliqué le calcul. Et la 2e place au championnat équipe qui se jouait entre les KTM, l'équipe officielle Aprilia et donc Pramac. La course, donc c'est des conditions idéales pour rouler. Je me souviens d'un petit 27 degrés dans l'air et 32 sur la piste. Donc c'est Alex Rins qui nous fait un super départ pour faire le whole shot, bien suivi par Martin et Miller. Marquez colle au train, suivi ensuite par Bagnaia et Quartararo. Donc on va avoir un rare duel à haute intensité sur la piste entre ces deux-là. Et c'est Fabio qui l'emporte après avoir arraché, à la suite d'un contact entre les deux pilotes, un aileron à la Ducati. La France et l'Italie entière ont retenu leur souffle de concert, je pense, sur ces passes d'armes, qui étaient vraiment très propres à voir, mais c'était très tendu du fait de l'enjeu. Les chutes vont pleuvoir aujourd'hui, c'est Paul Espargaro qui ouvre le bal pour sa dernière avec Honda, et rapidement ensuite Darrell Binder pour sa dernière en MotoGP. Alors, pour moi, c'est Darrell Binder, donc redescendra l'année prochaine en Moto2. Bagnaia ne renonce pas et tente encore d'ouvrir la porte sur Quartararo, mais qui ne lâche rien.
Aleix Espargaro va rentrer au stand, lui, sur problème mécanique. C'est un crève-cœur pour le pilote espagnol qui voit sa 3e place au championnat s'envoler si Bastianini ne prend pas plus d'1 point aujourd'hui. Chute d'Alex Marquez pour celle dernière avec Honda. Lui, alors pendant ce temps-là, le groupe de tête composé du quatuor Rins, Martin, Miller et Marquez s'est détaché du reste. On a Crutchlow qui chute pour cette dernière avec Yamaha. Sa dernière, on lui souhaite, parce qu'on sait qu'il souhaitait pas rouler autant à moto, juste rester pilote d'essai. Bagnaia, lui, commence à souffrir, une combinaison de stress, bien sûr, pour les enjeux qui sont en cours. Il doit pas finir plus loin que 15e. Et de gestion pour terminer sa course avec une moto rendue instable à haute vitesse du fait de cet aileron arraché. On a Brad Binder qui va le passer pour la 6e place après s'être montré très pressant. Quartararo, lui, va remonter sur le groupe de devant. Marc Marquez va chuter avec sa Honda. Malheureusement, Honda donc qui n'aura jamais gagné de course cette année, ce qui se fait suffisamment rare pour être noté. On a Mir et Oliveira qui reviennent sur Bagnaia et qui vont le passer, ainsi que Marini. Quartararo ne pourra lui pas revenir plus proche de la tête qu'à 1 seconde du groupe 4 devant lui. On a un abandon de Viñales et une chute de Zarco à noter. Binder attaque Quartararo dans les derniers tours. On a Rins qui mène superbement la course, mais n'a pas beaucoup de temps d'écran, malheureusement, tant on suit les déboires de Bagnaia et la tentative de remontée de Quartararo. Bastianini double Bagnaia qui passe 10e. Binder passe Miller pour la 3. Ce dernier chute sa dernière course avec Ducati en essayant de revenir sur le Sud-Africain. Morbidelli et Bezzecchi se rapprochent dangereusement de Bagnaia. Binder, lui, continue son show incroyable que personne ne voit à la télé, en doublant Martin pour la 2, mais Rins est trop loin pour que le Sud-Africain puisse le rattraper dans les derniers virages. Donc victoire de l'Espagnol Alex Rins, incroyable pour la dernière avec Suzuki. Van Binder donc finit 2, encore une fois très très belle course pour l'homme du dimanche. George Martin 3e, pour une fois qu'il tombe pas. Quartararo, exceptionnelle course, 4e, mais ce n'est pas suffisant pour conserver son titre. Oliveira 5e, Mir 6, Marini 7, Bastianini 8 et Bagnaia 9. Classement championnat définitif. Donc Bagnaia est couronné champion du monde 2022 avec 265 points. Quartararo vice-champion du monde avec 248 points et Bastianini prend la 3e place du podium final avec 219 points. Zarco finit 8e au général avec 166 points. Est-ce que tu as fini de courir sur les Champs-Élysées avec un drapeau Ducati après cette course? Ouais, j'ai fini de courir dans mon jardin parce que les Champs-Élysées, c'est un peu loin de chez moi. Même si tous les provinciaux croient que les Parisiens vivent à 2 pas des Champs-Élysées, mais non. Non, clairement, je suis toujours pas redescendu de mon petit nuage. La course a été très stressante, bien sûr, du fait des enjeux, mais voilà, ça fait plaisir d'avoir ce résultat final. Ouais, c'est clair. Après, petit stat sympa, c'est la première fois qu'un pilote européen remporte le championnat avec une moto européenne depuis Phil Reed en 74 avec une MV Agusta, et c'est aussi le premier champion du monde italien en Grand Prix depuis Rossi en 2019. Donc c'est pas rien. 2009, pardon. Tu croyais en 2019, Ouais, j'avais un peu d'espoir. Il n'y a pas de petits espoirs. Mais non, ouais, moi je suis contente pour Bagnaia. Évidemment, j'étais très déçue pour Quartararo. J'avais très envie de le voir, évidemment, en tant que Français. On a beau être pour qui on veut en tant que pilote. On avait forcément tous envie d'avoir un 2e titre d'affilée. Ça aurait été vraiment chouette, rien que pour l'histoire du sport français et juste pour l'histoire de la MotoGP. Ça aurait été un fait historique. Mais ça fait du bien aussi de revoir les Italiens revenir à la tête du championnat. C'est le premier podium au championnat sans un pilote espagnol depuis 2006, podium qui était composé de Hayden Rossi et Capirossi, et c'est la seule c'est la 4e fois dans l'ère des MotoGP depuis 2002. C'est arrivé que 4 fois, donc en 2002, 2005, 2006, comme je le disais, et 2022. Donc c'est une saison quand même à noter pour le championnat. Et pour en revenir sur Bagnaia, moi c'est une discussion qu'on avait en off avec les copains, mais les dépassements Bagnaia Quartararo, moi j'avais
tellement peur que les deux se mettent au bac au début de course. J'étais là, mais ils font n'importe quoi. Je regardais à peine la course, si j'avais la main devant les yeux, tellement j'étais stressée. Et en même temps, putain, mais c'est ça qu'on veut, mais dès le début de la saison, en fait. On a envie de voir ce genre de dépassement dès le début et de voir que les deux ont envie d'y aller. Et même s'ils se touchent, bah tant pis. S'ils se font tomber, tant pis. Mais battez-vous sur la piste. Ayez une vraie rivalité, parce que bon, on dira ce qu'on veut. Il y avait quand même la rivalité qu'on connaît entre les deux. C'était quand même très lisse comme rivalité et très très bon enfant entre les deux. On l'a vu de toute façon à la fin. Quartararo était évidemment déçu, mais il est quand même allé féliciter Pecco. Il est quand même allé célébrer avec eux, et je pense qu'il sait qu'il a donné tout ce qu'il pouvait sur cette dernière course pour essayer de gagner. Donc ça faisait un peu de peine à voir, et en même temps c'était assez fou de voir toute cette joie fait Ducati dans tous les sens là. C'était fou. Je rajouterais une stat que t'as pas dit. Donc t'as parlé des pilotes européens, mais faut noter que la dernière victoire le dernier champion du monde italien sur une moto italienne, c'était 1972. Donc c'était le grand Agostini sur MV Agusta. Donc ça faisait 50 ans qu'un Italien n'avait pas été titré champion du monde sur une moto italienne. Et avant ça, il y avait eu le pilote Mazzetti sur Gilera en 1952. Donc ils sont que 3 champions du monde italiens sur des motos italiennes dans l'histoire. Je trouve que c'est beau parce que il y a pas beaucoup d'autres nations qui peuvent le faire. Il y a les Japonais bien sûr, mais à part ça c'est un peu compliqué. C'est pas un Français qui va gagner sur une moto française vu que ça n'existe pas. Mais voilà, je pense que c'est important de le dire. Pour en revenir à ce que t'as dit, moi clairement le duel entre les deux était magnifique et on l'a attendu toute la saison. Malheureusement, il a pas duré assez longtemps. Mais en tout cas, heureusement, il se termine bien. C'est-à-dire qu'aucun des deux ne fait chuter l'autre. Et c'était bien à voir. Quartararo fait la course qu'il doit faire. Je pense qu'il peut pas faire beaucoup mieux parce que justement la bagarre avec Bagnaia le fait perdre du temps. Et après, il peut pas y revenir sur le groupe de devant qui roulait vraiment très 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 fort. Et Bagnaia qui a sur le coup. Alors c'est pas une victoire flamboyante. Dernière course où tu gagnes la course, tu gagnes le championnat, un peu comme a fait Guevara par exemple. Mais voilà, c'est un beau champion, Bagnaia. Quartararo, c'est un beau vice-champion. Contrairement à Mir, il a défendu son titre jusqu'au bout, avec les armes qu'il avait. Alors on peut débattre du fait que la Ducati est supérieure à la Yamaha. Bien sûr que la Ducati est supérieure à la Yamaha en tout. N'empêche que la Yamaha, c'est une moto qui a gagné cette année, qui a gagné 3 fois. Donc c'est pas non plus le scooter ou le tracteur qu'on aime dire, hein. Je veux dire, c'est pas une Honda par exemple. Ça veut pas dire que c'est une moto qui est facile à prendre en main et à faire gagner. C'est pas ce que je dis. Oui, les armes sont pas tout à fait égales, mais c'est ça aussi les sports mécaniques. On fait avec ce qu'on a, on fait avec le matériel qu'on a. Il y a des saisons sans. Hamilton cette année en Formule 1 galère avec une voiture qui ne sait pas, il n'a pas su s'adapter. Mais voilà, toutes ces années où il a été champion du monde d'affilée, on pouvait aussi dire il avait la meilleure voiture. Donc c'est toujours dangereux de rentrer dans ces comparaisons là plus que nécessaire. Bien sûr qu'il faut le dire, mais faut pas non plus en faire trop. Quartararo en tout cas a défendu son titre, c'est ça qu'il faut noter, et l'année prochaine il sera aussi dans le coup, peu importe le niveau de sa moto, parce que clairement il a le talent et l'ambition nécessaire, contrairement à Joan Mir, hein. Moi je le compare à ça. Joan Mir, il était champion du monde 2020, il le mérite, mais après coup, 2021-2022, il était nulle part. Donc, pour moi, c'était le champion d'une année et c'est tout, quoi. Clairement, de toute façon, Mir, ils ont pas du tout, chez Suzuki, ils ont pas du tout misé sur tout ce qu'ils auraient pu miser sur le fait que Mir était champion. C'est comme si il aurait fini 2e, 3e ou 15e du championnat l'année d'avant, l'année suivante. C'était pareil pour eux. On n'avait pas eu le duel qu'on aurait pu avoir Quartararo-Mir l'année dernière, qui aurait été pertinent puisque Mir avait un titre à défendre. Là, c'était vraiment ok, on a remporté le truc, faisons-le comme ça, et encore plus cette année depuis qu'ils savaient que de toute façon c'était leur dernière saison, il se passait plus rien, donc je trouve ça dommage. Après je trouve que c'est une belle revanche pour en revenir à Bagnaia, mais de toute façon c'est la star du week-end. Je trouve que c'est une belle revanche sur sa saison de l'année dernière, et comme on le disait avec Kevin de la boîte à clapet dernièrement, c'est que c'est un travail qui est pas sur une année, mais pour moi qui est sur
sur 2 ans, dans le sens où il a appris de ses erreurs l'année dernière, il a appris ce qui fonctionnait pas, et pareil sur son début de saison qui était un peu en demi-teinte cette année, et ça lui a permis de finir là où il en est sur cette saison 2022 avec le nombre de podiums impressionnant qu'il a eu. Il a quand même fini 7 fois à la première place, et un peu plus que ça 2 fois sur le podium, donc c'est pas rien. Il y a un vrai travail, que ce soit aussi bien du pilote que du team. On redébattra pas des consignes de course, mais il y a eu une vraie réflexion de la stratégie. Quand t'as 8 motos sur la grille, évidemment que t'es obligé d'y penser à un moment donné, et je trouve que c'est une belle consécration pour Ducati, pour ce pilote, et même la saison de Ducati en général. Enfin, ils ont remporté le championnat constructeur, le championnat pilote, ils sont rookie de l'année, enfin, et encore plein d'autres choses que tu te ferais un plaisir de citer. Mais là, clairement, Ducati, c'est un peu ce qu'on disait en début de saison, c'est l'armée rouge arrive sur le championnat, et ils vont tout rafler, et c'est exactement ce qu'ils ont fait, et en même temps, c'est ce qu'on attendait d'eux, donc c'était vraiment satisfaisant pour eux, qu'on aime Ducati ou pas, quand on aime la moto et ce sport, c'était vraiment chouette à voir, autant de joie et autant de personnes qui exultent à la fin de ce Grand Prix, quoi. Ouais. Pour citer quelques chiffres, comme tu le dis, si on aime les sports mécaniques, on aime la mécanique, et je pense que c'est pas parce que je suis pour Ducati qu'il faut le souligner. L'année dernière, on avait souligné par exemple que Yamaha avait fait une saison incroyable en remportant le doublé MotoGP et World Superbike. Cette année, c'est la Ducati qui est au-dessus, en tout cas en MotoGP. Donc, ils gagnent le titre pilote avec Bagnaia, ils gagnent le titre constructeur avec quasiment tous leurs pilotes qui leur ont rapporté des points cette année. Également, donc la meilleure équipe, c'est le team Lenovo Ducati Corse, qui remporte le titre avec Jack Miller et donc Pecco Bagnaia. C'est aussi le titre de meilleur pilote indépendant avec Enea Bastianini. C'est aussi donc le titre de la meilleure équipe indépendante avec l'équipe Pramac. C'est le titre de meilleur rookie de la saison avec Marco Bezzecchi. On peut noter qu'ils placent 2 motos donc dans le top 3 au général, donc avec Bastianini et Bagnaia. Avec Jack Miller en plus, donc ils ont 3 pilotes dans le top 5. Et si on prend le top 10, ils en placent 5, donc avec Johan Zarco en plus et Jorge Martin, donc 5 pilotes Ducati dans le top 10. On a les meilleures qualifications et les meilleurs pôles de la saison, donc avec les BMW Awards et le Tissot Pole of Pole Award qui surviennent à Pecco Bagnaia. Donc c'est une moto à la fois bonne en course et aussi à la fois très rapide en qualification. Donc Ducati, c'est 16 pôles sur 20 courses cette année. C'est 12 victoires également sur ces 20 courses. Et c'est 32 podiums, 32 places sur le podium prises sur 60 possibles dans l'année. Donc voilà, donc c'est une moto complète avec un line-up homogène et complet. Bravo à eux parce que c'est un travail à la fois technique et managérial. Il faut ménager les égos, il faut aller chercher des talents comme Martin ou des teams comme la VR46 et Gresini pour aller travailler avec eux. Il y en a qui le font pas, donc clairement je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est une grande année pour Ducati, ce sera quelque chose qui sera très difficile à reproduire, bien entendu. La concurrence a tout le temps pour s'affûter, et c'est aussi nécessaire, c'est comme ça qu'on grandit. Moi j'aimerais aussi voir des équipes ou des constructeurs un peu plus entreprenants en termes de développement. Aujourd'hui, ça fait bien 5-6 ans que c'est Ducati qui introduit toutes les nouveautés. Même si Aprilia, on a vu cette année introduit un aileron arrière en premier. Voilà, c'est bien de voir ça, de voir des gens qui tentent des choses. C'est aussi comme ça que le sport progresse. Donc, parce qu'au bout d'un moment, si Ducati rafle tout tous les ans, les spectateurs vont s'ennuyer, les autres constructeurs vont se poser la question de est-ce que ça vaut le coup de se maintenir dans la catégorie. Donc c'est pas bon non plus pour le sport, une ultra domination comme ça tous les ans. Faut faire attention à ça, mais en tout cas c'est mérité cette année pour eux. Ouais, c'est clair. Puis de toute façon, si on a envie de voir un championnat full Ducati, on va regarder la Moto E et ça nous suffira. Hein. Mais non, je suis d'accord. Non, j'ai dit que j'allais essayer.
Mais ouais, moi j'espère aussi que l'année prochaine on aura quand même des marques qui vont se démarquer. C'était assez chouette en début de saison de voir qu'Aprilia était capable de se battre contre Ducati, et même de voir Yamaha en début de saison était pas si mauvaise que ça. Et de toute façon Yamaha, même si c'est une moto qui est difficile à piloter, on sait que c'est une moto qui a du potentiel. Il le disait encore Fabio Quartararo, c'est une moto ils ont besoin de trouver comment la faire tourner correctement. C'est une saison, c'est une moto pour laquelle le moteur n'a pas été touché depuis 1 an. Donc là, j'ose espérer que les tests hivernaux, le développement de la moto va aider aussi à débloquer tout ça. Moi, j'ai beaucoup d'attentes sur les autres teams. J'ai énormément d'attentes sur le team RNF avec Aprilia parce qu'il récupère pas un âne en tant que pilote. Il récupère Oliveira. Je pense que quand t'as un pilote qui est capable de gagner, même si Oliveira gagne régulièrement sous la pluie, c'est un pilote qui pour moi a vraiment du potentiel et a de quoi faire et sait faire. C'est de la même manière que Brad Binder est en mesure de gagner. J'ose espérer que cette saison, ça a un peu mis un petit coup de pied aux fesses aux autres teams et qu'ils se sont dit allez les gars, là c'est bon, il faut qu'on développe quelque chose, et qu'on aille rivaliser avec Ducati. Et si l'année prochaine ils sont en mesure de faire ça avec l'excuse des teams, ça sera il y a trop de pilotes, il y a trop de motos Ducati sur la grille, et à un moment donné, comme Cyril a tendance à le dire, démerdez-vous pour aligner suffisamment de motos sur la grille pour concurrencer la chose et rendrez le championnat toujours aussi intéressant. Donc je pense que c'était une fin de course qui marquait aussi une fin de saison avec plein d'attentes pour l'année prochaine pour un peu tout le monde. Et je pense que ça va être vraiment chouette à suivre, l'année prochaine pour tous ces teams, pour tous les teams en tout cas. Bien sûr. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la course MotoGP ? Ouais, sur la course quand même. Bon là, on a beaucoup parlé de Bagnaia et un peu aussi Quartararo. Je veux vraiment revenir sur les performances donc d'Alex Rins et de Brad Binder sur ces courses qui méritent qu'on les mette un peu plus en lumière. Alex Rins qui fait la course parfaite. Déjà, il fait des bonnes qualifs le samedi. C'est la dernière de Suzuki. Si je me trompe pas, ça fait 2 courses incroyables qui nous fait d'affilée. Dommage que Suzuki n'ait pas réussi à maintenir cette forme là durant toute la saison, parce que clairement il y avait quelque chose à faire. Alors pas 2 courses d'affilée, c'était l'Australie qui l'a gagné, donc Australie-Valence. C'est incroyable ce qu'il nous fait Rins en cette fin de saison. Il a toujours été rapide, mais là il montre que cette moto avait vraiment un potentiel cette année qui a été gâché par l'annonce du retrait de Suzuki, et c'est dommage de les voir partir parce que déjà voir une configuration moteur différente des autres sur la grille, ça devient de plus en plus rare. Ils ont tous quasiment des V4 aujourd'hui, et voir qu'il y a différentes solutions techniques qui peuvent fonctionner pour gagner des courses, c'est toujours très intéressant. Et voilà, Impérial, Alex, il a fait ce qu'il sait faire quand il arrive, mener de la course comme ça de bout en bout. Concernant Brad Binder, pareil, bonne qualif. Et ensuite, il remonte tout le paquet comme il sait déjà faire habituellement. D'ailleurs, c'est grâce à lui que KTM étonnamment brille et peut terminer à la 2e place du championnat équipe cette année. Il faut noter sa régularité dans le top 8 et ses quelques podiums, en plus des 2 victoires donc d'Oliveira cette saison, qui ont gagné des gros points. Étonnant pour une moto qui paraît si difficile à piloter. Ouais, difficile. Mais c'est fou parce que Binder, des fois, il le dit lui-même, hein, il l'a dit des débriefs d'après-course, c'est que des fois la moto fonctionne, ils comprennent pas pourquoi. Et je trouve ça fou qu'il arrive à en faire quelque chose. Et c'était vraiment, comme tu le disais, c'était vraiment chouette de le voir finir à ce niveau pour la fin de saison. Puis ça reflète aussi le niveau du pilote. C'est un pilote qui est très sous-coté, je trouve, au sein de la grille. Et il a un peu le syndrome Bagnaia, il est très discret. Ouais. Mais clairement, moi, je me bluffe par ses performances tous les dimanches. Alors, il se qualifie très mal, mais souvent, il part 15e ou il part 17e, il va finir dans le top 10 en permanence, il tombe quasiment jamais. Une fois qu'ils auront fini de régler leur moto, KTM, attention à lui. Ouais, c'est clair. Après, KTM, on en parlera en débrief de fin de saison, hein, mais KTM, je pense qu'on en attend beaucoup et qu'il faut pas avoir trop d'attentes au final sur ce team tant qu'on n'a rien vu
les essais d'après course vont pas suffire pour moi pour se faire un avis pertinent dessus. Et juste pour rebondir sur Suzuki, en effet, Rins il a fait une course qui était digne de Rins et de Suzuki quand ils sont en mesure de faire quelque chose, et je suis très contente pour eux. Limite, je suis frustrée qu'ils aient fait cette dernière course. J'aurais limite préféré pas les voir à ce top niveau pour pas être aussi déçue de les voir partir. Je suis pas déçue que ce soit Suzuki qui parte, parce qu'en soi c'est un constructeur, et que des constructeurs il y en a plein, et que d'autres à un moment donné viendront prendre leur place. Je suis plus déçue pour les pilotes et pour les teams, parce qu'au final on se retrouve avec une moto qui fonctionne, des pilotes qui fonctionnent, des ingénieurs et des équipes techniques qui savent faire fonctionner cette moto, et au final tu finis avec un podium dans la célébration pour qu'à 15h30 on te dise c'est fini, puis les bagages, Suzuki ça existe plus en MotoGP. Donc je trouve ça un peu dommage et un peu frustrant. Après j'espère que Rins on va lui donner les moyens de faire ce qu'il sait faire l'année prochaine. Ça va être le gros point d'interrogation pour moi parmi tous les points d'interrogation de la saison 2023. Mais là, il a fini à son niveau et à ce qu'il est capable de faire. Donc ça fait plaisir, et ça faisait plaisir de le voir sur ce podium aussi heureux de célébrer cette dernière course. Ouais, Rins, je trouve que c'est quand même le dindon de la farce dans le terme de mercato. Il se retrouve avec une Honda chez Lucio Chiquinello. Déjà une Honda, c'est pas facile. Chez LCR. On peut rien en faire, quoi. Il y a que Cal Crutchlow qui avait réussi à faire quelque chose à l'époque. Bon, bon courage à lui. On verra ce que ça va donner, mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce qu'on a des choses à rajouter? Il me semble pas. Belle course de Marini, qui encore une fois se montre régulier. Là, il finit 7. Il a fait plusieurs top 6 cette saison. Il gardera la même moto l'année prochaine, exactement la même. Donc il risque de faire un peu une Bastianini cette année, c'est-à-dire qu'être très fort dès le début de saison, parce qu'il garde la même moto, il a toutes les datas. En fait, en gros, il sera prêt dès le première séance des FP1, et il sera prêt, quoi. Donc attention à lui. J'espère que ce serait bien qu'il décroche une première victoire. Et mais la VR46 en elle-même, alors je dis pas ça parce que je suis très fan de Bezzecchi, mais la VR46 cette année pour moi avait un énorme potentiel pour progresser. Ils avaient une bonne marge de progression qu'ils ont su vraiment optimiser sur cette fin de saison. Bezzecchi, il a pas fini dans le top 10. D'ailleurs, Mir avait un problème de transpondeur pendant la course, oui, donc on n'arrivait pas à savoir s'il était là, s'il était pas là, et vu que la Real pardon de le dire, mais la Real était catastrophique parce qu'elle était concentrée uniquement sur Bagnaia et Fabio, et évidemment il y avait un enjeu, mais purée, c'est pas les seuls pilotes en course, quoi. Je suis d'accord. Au moins, je sais pas, enfin il y a tellement de manières de faire de Real que je trouve ça vraiment dommage comment ça a été fait. Mais du coup on savait pas si Mir était là, s'il était pas là, et si Laurent Rigal l'avait pas dit sur Canal, en fait personne n'aurait compris que Mir était encore là. Donc moi, pour en revenir à la VR46, j'avais un petit espoir que Bezzecchi finisse dans le top 10 cette dernière course. Il a fini 11e au final. 11e sur, il me semble, qu'il y a eu 14 pilotes qui ont passé la ligne d'arrivée, parce qu'il y a eu un panel de chute assez impressionnant sur cette dernière course. Non, il y en a eu un peu plus que ça. Il y en a eu plus, mais il y en a qui ont dû repartir. Ouais, Cal Crutchlow est reparti. Enfin voilà, il y a plusieurs pilotes qui sont repartis, et c'est Di Gianantonio qui prend le dernier point de la 15e place. Mais il y avait encore des pilotes derrière, je crois. Bon tant mieux, ouais, j'avais pas vu exactement. Je t'avoue que pareil, j'étais tellement concentrée sur les résultats du championnat que le classement final m'a un peu passé au-dessus. Mais il y a eu quand même pas mal de courses de chute sur cette course, dans toutes les catégories d'ailleurs au final. C'était vraiment le bazar. Après ça a été le cas pendant tout le week-end au final à Valence. Donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Pour flatter l'ego de monsieur Rolf Fernandez, il finit meilleur rookie Tech 3 devant son coéquipier Rémi Gardner avec 14 points contre 13 points. Voilà. Et puis vu qu'il nous écoute en plus chaque semaine, je pense qu'il va être très content qu'on l'ait cité. Ah mais je suis sûr que il doit être tellement content rien que par rapport à ça, même s'ils ont fait une saison de rookie tous les deux catastrophique, sans doute lié à l'équipe et à la moto, faut pas se cacher, mais il doit être tellement content d'avoir enfin battu son coéquipier Gardner. Ouais, c'est clair. Et puis je pense que
j'espère qu'il va travailler sur son ego, ce pilote, mais ouais, enfin, lui, il reste et Garner part, donc je pense que ça doit jubiler un petit peu derrière quand même. D'ailleurs, j'ai vu la communication de Garner aujourd'hui qui disait au revoir en MotoGP, mais il disait bien pour le moment. Donc il a espoir de revenir rapidement, enfin, j'imagine. Peut-être qu'il y a des discussions en interne dont on n'est pas au courant, qui se font sous la table comme ça se faisait à une époque. Hein. Tant qu'on n'a pas de nouveaux constructeurs dans la catégorie, je vois pas. Yamaha sont toujours pas prêts à. Oui, puis pour l'instant, il va falloir libérer des places et au-delà de ça, même s'il y a des nouveaux constructeurs, en fait, 24 pilotes en MotoGP, ça fait déjà une grille bien remplie. S'il y a un nouveau constructeur, mais qu'il n'y a pas d'autres places, qu'il n'y a pas d'autres constructeurs qui bougent. On n'en aura que 22 pilotes l'année prochaine. Oui, c'est vrai. Bah oui, du coup, vu qu'il manquera Suzuki. Mais bon. Du coup, on va pouvoir clôturer ce dimanche de course sur évidemment la victoire de Bagnaia, dont on est tous très contents et dont Pierre va encore vous parler pendant quelques semaines, soyez-en sûrs. Ouais, j'ai enregistré plein d'infographies, d'images. Voilà, je vais vous le partager au fur et à mesure des prochaines semaines. Si vous ennuyez pendant la trêve hivernale, surtout, vous passez sur le compte Twitter de Pierre, vous aurez des cours magistraux sur Ducati, sans souci, il sera un plaisir de vous répondre. Et donc, c'est tout pour nous, pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt, pour le débrief de fin de saison avec potentiellement toute la team et en présentiel et avec une bière. Ça sera bien plus convivial, autant pour nous que pour vous. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, et sur les réseaux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Discord, et Twitter, le Discord et le Twitter qui sont relativement actifs, et sur tous les comptes personnels des membres du podcast. On vous rappelle, le Twitter c'est qui en pôle, CQEP _PED. Et moi je vous dis à très vite, et je te dis à très vite Pierre, on se retrouve de toute façon comme je viens de le dire pour le débrief de mi-saison, et bonne soirée à tout le monde. À bientôt, ciao ciao.